Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h, heure de Douala, au Cameroun. La polémique sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le protocole du professeur Didier Raoult visant à traiter le Covid-19 ne s'était pas estompée que surgit une autre. Au cœur du problème, l'hypothèse d'un vaccin testé en Afrique. Pour le professeur Jean-Paul Mira, je cite, « Est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs sur certaines études sur les prostituées, parce qu'on sait qu'elles sont exposées et ne se protègent pas. » Fin de citation. Indignation chez les Africains qui qualifient ces propos de purement racistes. Toujours venant des Occidentaux, la France s'apprête à lancer dès demain mardi des essais cliniques en prélevant le plasma d'un patient guéri du Covid-19 pour le transférer à un patient malade. Autre essai dans les jours à venir, c'est l'utilisation du ver marin dont on utiliserait l'hémoglobine. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric Nouffelé. Et tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, c'est le fait du jour. Coronavirus, hydroxychloroquine, plasma, ver marin, d'où viendra le salut? Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec, il est là, Albert Natol Haïssi. Bonsoir Albert. Bonsoir Serge, je salue mon co-panéliste, je salue les nombreux téléspectateurs de Equinox Télévision. Je salue tous ceux-là qui nous regardent sur le continent africain et au-delà. Ouais. Je voudrais... C'est dans l'air du temps, bien sûr, et actualité oblige. Je voudrais quand même dire pour le déploiement. Prenez d'abord ça. Oui, voilà. Prenez d'abord ça. Je l'ai fait tout à l'heure en entrant ici. Mais moi, j'ai pas vu. Hein. Non, j'ai pas encore. Ok, merci. Alors, en entrant tout à l'heure sur ce plateau, j'ai observé deux faits qui m'ont scandalisé. Quel est l'usage qui est fait, n'est-ce pas, des cache-nez qui sont usagés? Ouais. J'ai constaté de manière ahurie que des enfants les récupèrent pour en faire des jouets. Les enfants s'amusent avec? Les enfants s'amusent avec. Il y en a qui les portent comme des masques des ninjas. Vous avez vu les films chinois? Oui. Alors, je pense qu'il va falloir que, puisque nous sommes dans l'ère de la décentralisation, il va falloir que les élus locaux véritablement prennent en compte cet aspect des choses, parce qu'il ne faut pas qu'on se retrouve avec un autre problème social ou sanitaire. Oui. Donc, il faut que le ministre de la Santé publique véritablement donne des directives par rapport à l'usage, n'est-ce pas, qui doit être fait des cache-nez usagés. Ok, merci Albert Anatola ici. Vous avez beaucoup à dire sur cette actualité Covid-19. Absolument. Je pense que absolument. En face de vous, il est là, Elie Tchema. Bonsoir Elie. Bonsoir. Voilà, vous êtes ingénieur en gestion de l'environnement, sorti de l'Université catholique de Louvain en Belgique, master en business administration en Belgique, diplômé d'informatique gestion en Belgique, ingénieur en gestion des risques en France. Oui. Le Covid-19, c'est un risque? Bien sûr, Serge Alain. Ok. Et même plus qu'un risque. Voilà, on en parle donc tout à l'heure. On va aller tout de suite à Bari, où nous attend le docteur Yomon Gamo Thierry. Bonsoir docteur Gamo. Voilà, vous êtes... Oui, allez-y. Comment allez-vous? Non, ça va. Ah ben ça c'est bien. Voilà, vous êtes à Bari, vous l'avez dit, vous êtes médecin urgentiste. Hein. Vous travaillez dans ce qui est un peu l'équivalent du SAMU en France. Vous avez dit, voilà, c'est le 18 le 18 en Italie? Voilà, je suis dans le 118. 118. Réanimateur. Oui. Voilà, docteur Yomon Gamo, avec les images qui nous viennent d'Italie, vous avez sûrement du pain sur la planche. Vous,
Les membres du 118 en Italie. Oh. Oui, la situation Covid-19 en Italie est dramatique. Hein. La situation est un bulletin de mort constant, associé au manque des pays duquel nous parlerons plus tard, c'est-à-dire les dispositifs de sécurité personnelle. Nous vivons une situation vraiment alarmante. Et j'espère que très très bientôt les choses se résoudront. Et j'espère pour le continent africain, surtout pour le Cameroun, que ces situations se concrétisent. Donc pas se concrétisent, alors l'expression en français me manque là, quand on réussit au niveau du Cameroun de bloquer par exemple l'évolution de la pathologie. Oui. Ok. Docteur Yomo, dites-nous exactement aujourd'hui, quels sont les chiffres de l'Italie aujourd'hui? Oui. Pour ce qui sont des chiffres, disons qu'ils ne sont pas toujours très vérifiés. On est autour de 100 000 contaminés, avec une vingtaine de mille de morts. Il faut dire que dans ce qui concerne les décès, 80% des décès font partie des hommes et des hommes de plus de 70 ans, avec en précédence plusieurs autres pathologies. Et j'en profite pour dire qu'il faudra éviter de créer une forme de psychose, comme on l'a créé de ce côté. C'est vrai que le Covid-19 est dangereux, c'est vrai qu'il est mortel, mais c'est aussi vrai que si on a une psyché détruite, démolie ou affaiblie, on ne réussira du tout pas à combattre le virus. Scientifiquement, il était démontré que dans un état de psychose comme celui-ci, le taux d'adrénaline s'élève, le taux de cortisol sanguin s'élève et donc les défenses immunitaires s'abaissent. Alors, c'est vrai que le Covid-19 est dangereux. Ben, c'est autant vrai que la tuberculose est dangereuse. Ok. Voilà. Effectivement, vous êtes parti de Maroua hier. Vous êtes arrivé à Douala aujourd'hui. Décrivez-nous un peu votre trajet. Est-ce que il y a le ministre Manaouda Malachi qui dit depuis un certain temps, sortez, protégez-vous, protégez les autres en mettant un cache-nez qui va vous couvrir le nez et la bouche. Quel constat vous avez fait le long de votre voyage? Est-ce que vous sentez que les Camerounais suivent cette directive du ministre de la Santé? Je peux vous dire que j'ai été très ahuri sur tout le parcours que j'ai eu entre Garoua et Douala. Alors que je m'obstinais à mettre mon cache-nez, j'avais l'impression au départ de Garoua, peut-être à cause du climat, parce que par moments on se retrouvait à 41 degrés, 45, on avait l'impression que les gens ne portaient pas, sauf que quand je me retrouvais dans les bureaux et auprès des entreprises où vous travaillez, avec quand même les cache-nez. Et j'ai été surpris hier, quand je suis arrivé à Ngaoundéré, d'avoir l'impression de n'être pas dans le même pays, où partout il y avait bien le marché, il y avait tout. Je n'ai pas vu grand monde avec des cache-nez. Et le soir, quand il fallait aller prendre la couchette, il y avait quelques personnes qui devaient voyager qui avaient des cache-nez. Mais dans le train, j'étais bien surpris de voir que le monde vit tel que l'on était avant, et il n'y avait rien du tout. Alors, partant du Nord, au regard de tout ce qu'il y avait comme information au niveau de la télé, on a bien l'impression, en vous écoutant les médias, que le cœur du coronavirus au Cameroun, c'est bien Yaoundé et Douala. Sauf quand on arrivait à Yaoundé, aux sorties du train, à part quelques personnes qui nous recevaient pour nous permettre d'entrer, je crois qu'il n'y avait pas du tout de masque. Et c'était la même chose que j'ai constaté à l'entrée de Douala. Oui. Quand j'entrais avant le Yassa, juste après Yassa, j'ai eu l'impression que tout le monde vaquait à ses occupations et qu'il n'y avait rien du tout. Donc c'est l'impression que j'ai eue. Sauf que, Serge Alain, si vous me permettez de dire un mot sur ce Covid-19, il s'agit d'une catastrophe mondiale.
catastrophe mondiale qui se trouve aujourd'hui, et j'ai bien aimé quand j'ai entendu le docteur tout à l'heure parler d'éviter la psychose. Il s'agit d'une situation où nos erreurs, l'arrogance, le mépris nous a conduit à des comportements qui apportent aujourd'hui à une situation où nous sommes obligés d'avertir tout le monde sous une forme de psychose. En fait, de quoi s'agit-il? Vous savez bien, chaque fois, il y a eu des catastrophes dans le monde. Regardez très bien en Occident, tout le temps, vous avez des feux, vous avez des inondations, mais on arrive parce qu'ils sont préparés. Oui. Ici, il s'agit d'une catastrophe qui touche tout le monde en même temps. Je crois que les Chinois ont quand même donné un exemple, parce que les Chinois, entre 2003 et 2004, avaient été déjà victimes du SARS, oui. Et ils ont été même moqués par les Occidentaux parce qu'ils s'étaient mal comportés. Je vous rappelle que le Covid-19 est arrivé en Chine au mois de décembre. Décembre 2019. Décembre 2019. Patient zéro. Voilà. Ils ont pris le temps de se préparer et ils n'ont commencé leur confinement qu'au mois de février dans la ville de Wuhan. Et qu'est-ce qui s'est passé avec eux? La notion du confinement, je crois que c'est mal perçu par rapport à notre comportement. Ils ont respecté tout simplement la médecine ou bien le métier de la gestion des risques, parce que dans ce domaine-là, tout a une démarche. Il faut identifier, évaluer, hiérarchiser et traiter. Oui. C'est la même chose que le médecin fait. Identifier, évaluer, hiérarchiser et traiter. Voilà. Piliers. 4 piliers. Les 3 premiers piliers, chez les médecins, ça s'appelle diagnostiquer. Et après, il faut traiter. Et si vous avez bien vu, quand un médecin généraliste arrive à diagnostiquer, au moment du traitement, il va dire tel cas va chez le chirurgien, tel cas va chez le neurologue, tel cas va ici. En traitement de risque, nous on dit quand il faut traiter, il y a 3 logiques. Moyen technique, moyen organisationnel et moyen juridique. Il se fait que dans le cas présent, je prends les Occidentaux, quand vous avez vu la réaction de la France, qui a minimisé d'entrée de jeu ce problème-là, après c'était difficile de rattraper. Il y a eu les États-Unis avec l'attitude du président Trump, mais on voit aujourd'hui les résultats. Aujourd'hui, chez nous, je veux bien croire, et c'est bien que chacun vienne à une proposition, mais permettez-moi, Serge, avant que le coronavirus nous arrive au Cameroun, nous étions déjà un malade. Nous étions déjà en pleine difficulté. Donc, quand le coronavirus arrive chez nous, on a déjà pas mal de problèmes. Je tiens ici à féliciter toutes les dispositions qui ont été prises. Mais tout de même, ces dispositions, quand j'entends aujourd'hui, certains pays ont donné 1 milliard, 10 milliards, nous n'avions plus de milliards, même pour essayer de nous en sortir. Oui. Donc aujourd'hui, quand on reproche, je suis tout à fait d'accord, mais il faut se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas grand-chose. Oui. Ce Covid-19 impose au monde entier aujourd'hui un des piliers du traitement des risques, qui est l'organisation. Et c'est là où nous avons failli. Et dans une situation pareille, la détresse nous permet d'être tous solidaires. Ce qui veut dire qu'on aurait intérêt aujourd'hui à appeler notre solidarité pour lutter contre ce virus dangereux, mais qui, comme le dit le docteur tout à l'heure, est d'une gravité presque nulle par rapport à sa fréquence de propagation. Donc on a plus intérêt à faire de la prévention qu'à lutter contre les médicaments pour lesquels on en parlera tout à l'heure. Voilà, nous allons donc prendre la direction de Matam, au Sénégal, où nous attend le docteur Diouf Latir. Bonsoir, docteur Diouf. Voilà, docteur Diouf, vous êtes infectiologue, médecin-chef du district de Matam. Nous sommes là au nord du Sénégal. C'est bien cela? Bonsoir, oui, nous sommes au nord du Sénégal, à la frontière avec la Mauritanie, oui. La République islamique mauritanienne. Bon, je dis bonsoir aux téléspectateurs, aux téléspectatrices qui nous regardent à travers les ondes de Equinox TV. Et j'ai le plaisir vraiment de participer à cette émission et qui est bien regardée. Et l'actualité également nous oblige à participer à cette émission.
Voilà, merci Dr Diouf. Hier, lorsqu'on préparait cette émission, Dr Diouf, vous me disiez que le Sénégal était à 222 cas, 82 guéris et 2 décès. Quelle est la situation aujourd'hui, Dr Diouf? Merci beaucoup. Actuellement, nous sommes à 226 cas, 92 guéris et 2 décès, ce qui fait un taux... Oui, je disais que actuellement, nous sommes à 226 cas aujourd'hui, 92 cas guéris, qui sont guéris, donc de Covid-19, et 2 décès, donc ce qui nous fait un taux de guérison de 40,7% de l'ensemble du territoire. Voilà. Ce qu'il faut noter également, oui. Oui, allez-y, docteur. Ce qu'il faut noter également, l'épidémie a démarré au 2 mars 2020 au Sénégal, donc avec un cas importé au niveau donc de la banlieue de Dakar, Dakaroise. C'est ainsi maintenant que la grande ville de Touba, qui se trouve au niveau de la région de Diourbel, au centre du pays, a eu à contacter également ces cas. Mais actuellement, l'épidémie s'est déplacée donc, au niveau donc, de Dakar, la capitale. Actuellement, on a 5 cas au niveau de Dakar. Rien qu'à Dakar, Dakar occupe la première position par rapport à l'épidémie. On dirait même que Dakar est épicentre de l'épidémie. On a plus. D'autres régions également qui sont proches de la région de Thiès, également la région de Diourbel, la région de Ziguinchor et la région de Saint-Louis. Mais ce qu'il faut noter, au Sénégal, il y a 14 régions. Et actuellement, il y a que 11 régions sur les 14 qui ont eu à contacter l'épidémie à Condra, qui ont enregistré au moins un cas. Et ce qui est remarquable également, c'est le taux de décès qui est encore faible. Mais néanmoins, on ne doit pas dormir sur nos lauriers, parce qu'on sait que le Covid-19 est une catastrophe mondiale, et qui s'est déclarée donc en Chine depuis décembre 2019, mais néanmoins le monde a été surpris. Et l'Afrique a été surprise également. Et je me dis que les cas de Chine ont été enregistrés en décembre. Les Africains ont eu leur premier cas au mois de février. Mais d'ici là, peut-être, les gens devaient, en fait, les populations ou bien les scientifiques devaient se préparer, disant que tôt ou tard l'Afrique recevra maintenant ces cas. Maintenant, nous avons été surpris. Donc, par ce déferlant donc, de Covid-19, d'où l'importance maintenant de remodeler pour pouvoir faire face maintenant à ce fléau-là. Voilà. Docteur Diouf, 226 cas, 90 en guéri, 2 décès. On a envie de vous demander, c'est quoi la recette sénégalaise? Bon, elle est simple, hein, parce qu'en fait, l'infection à coronavirus, c'est une maladie virale. Et très souvent, les maladies virales peuvent guérir d'elles-mêmes, même sans traitement. Donc, il peut y avoir une évolution favorable en dehors même du traitement. Mais, ce qu'il faut noter au Sénégal, on a eu à recevoir des cas qui n'étaient pas des cas graves. C'est des cas simples à des cas modérés. Et ces cas ont été détectés le plus rapidement possible et la prise en charge a été très rapide. Au niveau de certains centres de prise en charge, comme le service de maladies infectieuses de FAN, qui se trouve être le service de référence donc, au niveau national. Après maintenant, au niveau de certaines régions, comme par exemple la région de Diourbel, au niveau de Touba, lorsque le cas s'est déclaré très tôt, au lieu de déplacer le cas au niveau du Sénégal, l'État a préféré fixer ces cas-là au niveau donc, de Touba. Et la prise en charge s'est faite au niveau local. Parce qu'on pouvait déplacer, transporter le cas donc, de Touba à Dakar, ce qui fait 180 km. Et le risque qu'on a encouru, c'est surtout le fait de disséminer donc, le germe, le virus, donc, au niveau des autres régions traversées. Et c'est cette méthode qui a été adoptée. Mais en dehors de ça également, vous avez entendu l'utilisation de l'hydrochloroquine, qui est utilisée au Sénégal, donc qui est en train d'être testée chez des patients. Et on a vu que tous les cas qu'on a eu à tester par rapport à cette hydrochloroquine ont répondu favorablement au traitement en l'espace de 10 jours. Et c'est des cas qui sont guéris. Donc depuis 10 jours, donc, ce traitement a été expérimenté au Sénégal, sans l'introduction même de l'azithromycine. Pour l'instant, on se limitait à l'hydrochloroquine. Et je pense que dans les jours à venir, le professeur Seydi, qui est le chef de service des maladies infectieuses, l'a bien dit, que c'était extraordinaire quand même l'hydrochloroquine sur ces patients qui ont été hospitalisés au service des maladies infectieuses. Mais ce qu'il faut noter également, c'est des patients qui n'ont pas eu à présenter des cas sévères ou bien des cas graves.
C'est des cas simples qui se sont déclarés très tôt et qui ont été diagnostiqués et pris en charge le plus rapidement possible donc, au niveau de ces services. Ok. Voilà. On revient à vous dans un instant, docteur Latir. Albert Natola ici, vous avez suivi le docteur Diouf. Il dit que lorsque vous regardez les stats, 226 cas, 90 guéris, 2 décès, il dit que là-bas, l'hydroxychloroquine, ça marche. Oui, mais sauf qu'il y a comme quelque chose d'incomplet dans son évaluation de la situation. Parce qu'il ne dit pas exactement s'il s'agit des cas qui étaient en soins intensifs ou si c'est des cas qui ne présentaient que des symptômes ou c'est des cas qui étaient en réanimation. Là, il aurait dû nous donner un peu plus de précision là-dessus pour qu'on soit un peu plus fixé. Dans tous les cas, l'hydroxychloroquine, pour l'instant, n'est pas encore la panacée. Il s'agit... Mais il dit que ça marche au Sénégal. Non, ce n'est pas encore la panacée. Ça, il faut le préciser, ce n'est pas encore la panacée parce que, je le dis pour éviter justement la psychose que notre premier intervenant a évoqué tantôt, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'alimenter la psychose dans le subconscient, au sein des populations en tout cas. Donc, comme je l'ai indiqué tantôt, l'hydroxychloroquine n'est pas encore la panacée, encore que l'hydroxychloroquine est associée à un antibiotique. Et ça ne peut que se traiter dans les cas avérés positifs et surtout en soins intensifs. Mais il faut également préciser que l'hydroxychloroquine, dans un autre contexte, présente des effets indésirables. Donc, ceci étant, chaque pays a sa panacée. Au Cameroun, on essaie d'expérimenter ça parce que, je le dis actuellement parce que l'hydroxychloroquine subit encore des essais cliniques. Donc, mais vous savez également que... dit que les 2 premiers patients guéris, oui, l'hydroxychloroquine était rentré dans leur traitement. Non, c'est pour ça que je dis peut-être que ce n'était pas des cas assez graves. Parce que si c'est des cas assez graves, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a comme quelque chose d'inachevé dans son évaluation par rapport à ces cas. Et encore qu'il s'agit là d'un échantillonnage. Voilà. Mais ce que je note quand même, c'est qu'il y a quand même une évolution au niveau des cas positifs et également relativement au niveau des cas guéris. Voilà. Albert Natola, ici, je reste avec vous aujourd'hui. On nous disait ce matin qu'on est passé à 650 cas. Comment on gère ça au niveau de Douala? Disons qu'au niveau de Douala... Les 650 cas ne sont pas à Douala. Non. Qu'est-ce qui a été fait pour gérer tous ces cas positifs? D'abord, je voudrais noter qu'il s'agit... c'est la conséquence de la montée en puissance de la réponse du gouvernement, notamment dans la ville de Douala, qui voudrait qu'il y ait un dépistage systématique et précoce au sein de la population. C'est-à-dire d'une manière généralisée, si vous voulez. Donc, c'est la conséquence. C'est-à-dire, vous savez quand même que Douala, c'est la porte d'entrée. Il y a l'aéroport, il y a le port et tout ce que vous voulez. Et c'est de là où partent la plupart des cas qui ont été testés positifs, qui se sont répercutés. Parce qu'au début, on ne comprenait pas que tout ça, on parlait seulement de Yaoundé. Maintenant, on commence à gérer. Comment se gérer? J'ai constaté que le 4 avril dernier, par rapport à la réponse relativement à cette pandémie, le gouverneur de la région du littoral a signé un communiqué de presse qui réquisitionnait un certain nombre d'institutions sanitaires, notamment l'hôpital La Quintini, l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yassa, l'hôpital de district de Lobaba, les centres médicaux d'arrondissement de Kololoun et de Bonamoussadi. Pour ce qui concerne l'hôpital Akentini et l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique, n'est-ce pas, de Yassa, j'ai rien à dire parce qu'ils ont un plateau technique assez relativement approprié pour prendre en charge, n'est-ce pas, les cas de Covid positifs qui peuvent être admis, n'est-ce pas, en soins intensifs et en réanimation parce qu'ils ont justement ce dispositif médical. Mais par contre, moi, ça me pose un problème avec les centres médicaux d'arrondissement. C'est combien de machines? Non, je n'ai pas de lit. Parce que nous parlons de lit là-bas parce qu'ils ont une salle de réanimation. Oui. Ils ont, je parle de l'hôpital gynéco-obstétrique de pédiatrie de Yassa et l'hôpital de la Quintini. Ils ont une salle de réanimation. Ils ont la réanimation. Ils ont au niveau de l'hôpital
gynéco-obstétrique de Yassa, je crois qu'ils doivent avoir environ 20 lits. Lorsqu'on parle de 20 lits, il s'agit des lits qui sont équipés des respirateurs et tous les accessoires qui peuvent permettre d'offrir l'oxygène à un malade qui est en soins intensifs ou qui se retrouve en réanimation. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne, par contre, les centres médicaux d'arrondissement de Bonamoussadi, de Kololoun et l'hôpital du district de Lubaba, moi, ça me pose un problème. En tout cas, ça me pose deux problèmes. Un, je prends le cas, parce que je me suis amusé à faire une enquête là-dessus le week-end. Je commence par l'hôpital du district de Lubaba. Je constate qu'il s'agit déjà d'un hôpital qui est en chantier. Donc, qui ne dispose pas d'une ambulance, qui ne dispose pas d'une salle de réanimation, qui ne dispose pas de lits appropriés pour la prise en charge en soins intensifs, qui n'a pas un personnel véritablement formé, parce que c'est aujourd'hui qu'ils ont commencé la formation. C'est aujourd'hui qu'ils ont commencé la prise en charge, la formation dans le cadre de la prise en charge des malades Covid-19. Ce qui m'a le plus choqué, c'est quoi? C'est que depuis le week-end dernier, la plupart des patients qui étaient internés ont été évacués. C'est-à-dire tous les malades qui s'y trouvaient ont été évacués. Et j'ai trouvé ça, pour moi, cela scandaleux. C'est-à-dire que il y a une image qui m'a franchement marqué. C'est deux images. Il y a d'abord l'image de cette femme qui vient d'accoucher et qu'on a été obligé d'évacuer avec superfusion. J'ai vu ce vieillard qui portait une sonde, qui porte une sonde. Vous comprenez ce qu'il veut dire? On a été obligé de l'évacuer. Ça, c'est le premier problème que ça me pose. Le deuxième problème que ça me pose, j'ai le sentiment que dans la région littorale... On devait les laisser avec les personnes... Non, on devait choisir un autre endroit pour la prise en charge des malades Covid. Ça ne manque pas de Douala. Il y a les logements sociaux qui sont vides du côté de Yassa, je crois, de Bangampongo, si vous voulez. Et il y a la base navale, et il y a la base aérienne, et il y a le stade Japoma, il y a le stade Mbapelpe. Puisque si on a pu réquisitionner à Yaoundé, le stade militaire, ça veut dire qu'on peut bien réquisitionner le stade Mbapelpe. J'ai trouvé ça veut dire que, donc, comme le Covid-19, c'est une urgence actuellement, les autres compatriotes qui souffrent d'autres pathologies sont mis à l'écart. Vous avez là-dedans les malades de VIH/SIDA, les malades de cancer, vous avez les malades qui ont des insuffisances rénales, vous avez là les malades qui ont des problèmes d'hépatite virale, vous avez là les accouchés, les femmes qui viennent d'accoucher, vous avez là les gens qui venaient nouvellement de subir une opération, une intervention chirurgicale, vous avez là les malades de cancer. Ça veut donc dire que les pauvres ne doivent plus tomber malades. Et vous savez que l'hôpital de district de Lubaba, c'est un hôpital qui est situé dans le plus grand arrondissement de la région du littoral. Ça pose un problème. Ce qui suffit, donc quoi? Quand ces personnes sont sorties, elles doivent se débrouiller pour aller peut-être à l'hôpital gynéco-obstétrique de Yassa, ou bien à l'hôpital de la cité Pamiers, qui n'a pas véritablement la capacité d'accueil de pouvoir accueillir ce flux de patients. Okay. Moi, ça me pose un problème. Il y a également l'hôpital, n'est-ce pas, les hôpitaux, je veux dire, les centres médicaux d'arrondissement de Kololoun et de Bonamoussadi qui sont exactement logés à la même enseigne. Je ne sais pas qui a conseillé, monsieur le gouverneur de la région du littoral. Si c'est le délégué régional de la santé publique, franchement, c'est une très mauvaise décision. Pour votre gouverneur, dans mon enquête, j'ai essayé de joindre dans la journée le ministre de la Santé publique, en vain, et je lui ai envoyé un message, il n'a pas réagi. Je pense qu'il doit pouvoir réexaminer ces décisions. Ok. Nous prenons la direction de Mannheim, en Allemagne, où nous attend le docteur Thiba Fabrice. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Frère Alain. Voilà. J'espère que vous me recevez bien. Oui. Voilà. Bonsoir à tous les participants à cette émission, ceux qui sont aux États-Unis, en France, en Italie et au Cameroun et même au Sénégal. J'ai suivi de bout en bout les interventions des uns et des autres. Je vous dis mon bonsoir. Et d'entrée de jeu, je voudrais saluer le courage des médecins, des infirmiers, des délégués médicaux qui sont en train de se battre sur le terrain camerounais pour garantir la santé des Camerounais.
Voilà, docteur Tiba, vous êtes virologue à Mannheim, en Allemagne. Vous êtes également professionnel de la recherche clinique. C'est bien cela? Exact. Voilà, nous parlons du vaccin, cette polémique-là autour du vaccin qui devait être testé, qui doit être testé, je ne sais pas, où ils ont abandonné l'idée, en Afrique. Mais vous, quelle est cette démarche? Quelle est la démarche technique et éthique pour procéder à un test vaccin? Mais voilà, déjà, je vais dire que j'ai vu sur les réseaux sociaux, et même il y a quelques amis qui m'ont appelé pour essayer de s'enquérir de la situation, savoir ce qui ne va pas. Et j'ai vu beaucoup de vidéos des gens qui se plaignaient parce que il y a 2 médecins français qui sont montés sur une antenne d'une télévision et ils ont déclaré que l'Afrique serait, n'est-ce pas, l'endroit idéal pour venir tester ce vaccin. Et leurs propos, quelque peu jugés attentatoires, ont, n'est-ce pas, mis un certain nombre de doutes dans les cœurs des uns et des autres. Et on a vu que les Africains se sont levés en masse pour s'opposer à cela. Il y a tellement de vidéos sur le net. Mais avant de rentrer dans cela, je voudrais d'abord définir vraiment la chose qu'on appelle la recherche clinique. La recherche clinique est très importante. C'est quelque chose de très, très important. Sans la recherche clinique, on n'a pas tous les médicaments que nous voyons dans les pharmacies. Donc, c'est au travers de la recherche clinique qu'on arrive à développer un médicament jusqu'à ce qu'on dise que ce médicament est efficace et qu'on peut le vendre. Et ça passe par des tests au laboratoire, ensuite sur des animaux et progressivement on va chez l'homme, on va passer d'une phase à l'autre, c'est-à-dire on ira de la phase 1 où on a une poignée de personnes simplement et la phase 2 où on a une centaine jusqu'à la phase 3 où on aura 1 millier, voire plusieurs milliers. Voilà, ceci dit, il faut noter qu'en termes, dans le vaste domaine de la recherche clinique, les choses ne se font pas d'un claquement de doigts, non. La recherche clinique est encadrée par des lois et règlements internationaux et aussi nationaux pour le cas du Cameroun. D'ailleurs, moi qui suis diplômé de l'Université de Yaoundé 1, j'ai eu mon DEA dans les sciences biomédicales et j'étais déjà étudiant en DEA. Pendant que j'étais étudiant en DEA, il fallait déjà que pour le cadre de ma recherche sanctionnant la fin de mes études en DEA, que, n'est-ce pas, je fasse une petite recherche clinique avec le professeur Bacham. Alors, il fallait, n'est-ce pas, suivre un certain nombre d'étapes. Donc, ce n'est pas aussi évident comme ça. Les gens ne peuvent pas se lever et dire, nous allons venir en Afrique faire ci ou faire ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est bien encadré. Donc, tenez, avant de commencer un protocole de recherche clinique, avant de l'implémenter, on écrit un protocole. Ce protocole est lu par un comité scientifique de ceux-là qui veulent, n'est-ce pas, promouvoir cette étude en question. Une fois que c'est validé par eux, ils se rapprochent des autres pays pour proposer leur protocole. Je dis bien proposer leur protocole parce qu'aucun pays au monde n'est obligé de conduire une quelconque étude que ce soit. Aucun pays au monde. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est que lorsqu'un pays trouve que le protocole serait intéressant, il le cote à son comité scientifique et le Cameroun en a un, les pays africains en ont. Alors, ce comité scientifique va, n'est-ce pas, se pencher sur ce protocole pour voir si ce protocole a un sens, si c'est bénéfique pour la population. Et ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'ils trouvent que c'est intéressant, ils vont certainement informer le gouvernement en place que nous trouvons que c'est intéressant. Et ensuite, on va passer par ce qu'on appelle un comité d'éthique. Le comité d'éthique, alors c'est là où tout va se jouer. Ce sont des personnes dûment désignées et qui ont la capacité, n'est-ce pas, d'évaluer un protocole dans tous les sens, de vérifier que ce protocole ne va pas créer des problèmes à leur population, de s'assurer que cette molécule qui arrive, n'est-ce pas, ne sera pas problématique pour la population. Et une fois que le comité d'éthique a même donné son accord et que l'étude a commencé, il y a encore une barrière qui s'impose, celle du patient, parce que le patient doit être éclairé sur ce qui va se passer, que ce soit un patient malade ou bien un sujet sain sur qui on va tester quoi que ce soit. Alors ce sujet va être informé à sa langue locale, la langue qu'il comprend très bien, de ce qui va se passer. Des bénéfices. Mais ils disent, docteur Tiba, ils disent qu'ils ont fait ça par le passé, par rapport au VIH sur des prostituées. Effectivement, on se souvient qu'il y a à peu près un peu plus d'une dizaine d'années à Douala, il y a eu un scandale à ce sujet. Bon voilà, je pense que
là-dessus, l'opinion n'avait pas été bien informée, ça il faut le dire. Et bon, moi je m'étais attendu que les personnes qui ont autorisé l'étude au niveau du Cameroun s'expliquent dessus, mais on se souvient quand même qu'à l'époque, le ministre avait tout fait d'arrêter l'étude et n'a pas continué. Donc même si cette étude venait à être proposée au Cameroun, je suis sûr que le Cameroun va déployer sa machinerie scientifique et éthique pour régler le problème, pour regarder les choses vraiment entre les lignes avant de donner une éventuelle autorisation. Donc c'est ça l'étude. Pour dire que l'étude, une étude clinique est bien encadrée par les lois et réglementations qui sont internationales et qui sont également locales. Donc le peuple n'a pas besoin de s'affoler. On peut bien comprendre cela, que les gens, parce qu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, un certain nombre d'informations à la matière, s'affolent, mais qu'ils sachent que jamais et jamais une étude ne sera, n'est-ce pas, conduite comme ça à la va-vite. C'est impossible parce que voilà, ces deux Français que j'ai vu parler à la télévision, ils ont dit ce qu'ils ils veulent faire, mais les pays africains certainement se positionneront de manière, je dis bien, scientifique, pas dans les débats de Facebook, mais de manière scientifique. Maintenant, je voudrais, n'est-ce pas, embrayer rapidement sur l'attitude de ces personnes. Je crois que c'est leur attitude qui a réellement créé la plus grande difficulté, parce que la manière dont ils se sont pris et les informations qu'ils ont données, les décisions ou bien la projection de ce qu'ils veulent faire a été vraiment à nous démontrer qu'ils avaient un peu, on va dire, peu de respect envers l'Afrique. Et je pense que ces deux médecins doivent d'ailleurs s'excuser auprès du peuple africain, parce que effectivement, l'Afrique n'est pas, n'est-ce pas, un bocal de cobayes. Si vous voulez conduire une recherche clinique, vous vous approchez des gouvernements africains, vous approchez des comités scientifiques de chaque pays, vous vous approchez, n'est-ce pas, des comités d'éthique qui vont tabler sur la chose avant de donner une autorisation ou pas. Et quand bien même l'autorisation sera donnée, le patient a toujours le dernier mot, parce qu'il peut bien dire « je n'en veux pas ». Et quand un patient dit qu'il n'en veut pas, on ne peut faire autrement. Et ça, c'est encadré par la déclaration d'Helsinki, c'est encadré par le code de Nuremberg, c'est encadré par ce qu'on appelle les good clinical practice. Voilà. Ok. Voilà, électement sur cette actualité-là, les tests en Afrique. On a suivi le docteur Tiba tout à l'heure, il dit que tout ça est encadré. Vous avez suivi la sortie des deux éminents professeurs français qui veulent, qui disent qu'on peut aller en Afrique. Votre sentiment là-dessus? Si vous me permettez, Serge, je crois qu'après les propos du docteur, j'ai pas grand-chose à dire à ce débat-là, parce qu'il nous a éclairé suffisamment à ce sujet. Oui. Je tiens tout simplement à préciser que le Covid-19, permettez-moi, d'aucuns vont m'opposer tout à l'heure, ma restriction peut-être mentale de dire ceci, mais si vous voyez bien, on se trouve aujourd'hui dans une réalité qui était un contexte multidisciplinaire, parce qu'une catastrophe mondiale comme celle-là, on aurait dû, dans toutes les parties, comme les Chinois l'ont fait, réfléchir en faisant intervenir toutes les parties prenantes pour essayer de résoudre le problème. Sauf que les Occidentaux se sont mis dans une attitude qu'ils nous ont fait copier. Pourquoi? Parce que si vous voyez bien, depuis que ça a commencé en France et en Italie, on entend plus de la politique que des soins. Nous avons bien entendu et voir avec regret que nos médecins, le monde soignant qui, après Dieu, était pour nous ceux qui pouvaient nous sauver, on est rentré dans une querelle de l'hydroxychloroquine et autres qui aujourd'hui nous laissent pantois, et on se pose la question, de quoi s'agit-il? En fait, dans un cas comme celui-ci, qui est celui du Covid-19, il faut bien savoir que les politiques, les économistes, les préventistes, tout le monde doit intervenir pour que ce problème soit réglé dans les règles de l'art. Vous avez vu qu'on a poussé les médecins. Qui sont? C'est leur travail. Et je leur rends hommage. Parce que de plus en plus, ils en meurent, mais ils ne démissionnent pas. Ouais. Je dois en plus rendre hommage au président de l'ordre des médecins qui déjà interpellé il n'y a pas longtemps ici en disant pourquoi est-ce que c'est seulement le ministre de la Santé qui doit être au front? Donc c'est une réalité pluridisciplinaire. Et j'insiste tout simplement sur le fait que
Le monde est en train de nous orienter vers une situation qui nous paraît assez compliquée à comprendre. Comment pouvez-vous admettre que pour une situation en termes de risque, il y a 2 facteurs prépondérants, la fréquence et la gravité. Que ce soit les docteurs, que ce soit tous les autres, on vous a dit que la gravité était faible. D'où vient-il qu'on anticipe d'abord sur les médicaments au lieu de lutter d'abord sur la propagation pour empêcher que le nombre de personnes qui soient touchées réduisent le plus vite possible. Mais vous voyez que de plus en plus, on parle d'abord de vaccins, on parle d'abord de médicaments, alors que si vous regardez les chiffres, sur 1000 personnes qui sont touchées, il y a environ 4 à 6% de morts. Et dans les 4 à 6% de morts, vous avez 90% qui sont de vieilles personnes déjà atteintes d'autres maladies. Donc je me pose bien la question, pourquoi s'orienter directement vers la guérison, lutter autant que de se battre? Je prends l'exemple de chez nous. Oui. Si vous dites aujourd'hui il faut porter les cache-nez, on va vous dire ça coûte cher, on va vous dire il faut faire ceci, tout est à acheter. D'où vient-il qu'on ne dise pas à tout le monde avant de sortir de chez toi, que ce soit un morceau de drap, que ce soit n'importe quoi, cache ton nez. Oui. Alors je crois qu'à partir de ce moment-là que de confiner, on aurait intérêt à faire que chacun se protège et qu'on se batte plutôt à tester tout le monde, oui. Ce qui nous permettra d'identifier et de classifier tous ceux qui sont malades. Voilà. Et je pense que sur ce plateau, j'ai entendu chaque fois, la plupart des docteurs disent, testons, protégeons-nous, testons, la guérison peut venir après. Parce que de toute façon, on a encore seulement 4 à 6% de morts sur tous ceux qui sont touchés. Ok. Direction le Maryland aux États-Unis où nous attend le professeur Simon Metonou. Bonsoir, prof. Bonsoir Alain et bonsoir tous les spectateurs, bonsoir tous mes collègues sur le plateau. Je suis très fier d'être avec vous une fois de plus ce soir. Voilà, vous êtes immunologue. Cette histoire de vaccin, dites-nous, on ne va pas épiloguer, continuer à épiloguer. Pour ou contre le vaccin, dites-nous. Alain, merci. Une fois de plus, avant de commencer à parler du vaccin, j'aimerais dire certains mots à tout le staff médical au Cameroun ou partout dans le monde qui mettent leur vie en danger pour sauver ceux qui sont malades. Ça va tout droit à toute personne, à tous ces gens qui lavent tout le sol à l'hôpital pour s'assurer que les sols sont propres, qui s'assurent que le matériel médical est propre, que ce soit les infirmiers, les infirmières qui sont proches et qui ne s'exposent pas eux seuls, mais aussi leur famille, pour s'occuper des autres. Je leur dis merci et que nous les en sommes reconnaissants, quoi. Donc, revenons sur le vaccin. Je vais parler du thème d'abord. Je vais dire si le vaccin est ou pas. Et avant d'y arriver, j'aimerais qu'on définisse ce que c'est que le vaccin. Et pour y arriver, je vais parler de vaccin et de médicaments, ça veut dire traitement. Alors, quand on parle de vaccin, c'est différent du traitement. Je vais parler du traitement d'abord. Le traitement, ça veut dire, vous êtes malade. Je vais prendre l'exemple du paludisme, par exemple. Quand vous avez un paludisme, c'est-à-dire le moustique vous a piqué, vous a transmis le parasite, ça entre dans votre organisme, vous faites la maladie et vous achetez un médicament. Vous achetez, je ne sais pas ce qui est comme au marché aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la chloroquine qu'on utilise ou quoi. Vous achetez la chloroquine, ça entre dans votre corps, ça tue le parasite est éliminé, les symptômes sont partis, ça c'est le traitement. Alors ça vous dit maintenant, ça attend la prochaine fois que vous êtes encore malade, vous allez prendre le médicament, ça tue le parasite et vous êtes guéri. Le vaccin, très très important, il faut le souligner, il faut se vacciner. Il faut vraiment se vacciner et je vais vous dire pourquoi. Bon voilà, je ne sais pas, il y a beaucoup de gens très jeunes aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se rappellent ce que c'est que la varicelle. Il y a beaucoup qui n'ont jamais vu la varicelle. Il y a beaucoup de nous, de jeunes aujourd'hui, qui n'ont jamais vu la rougeole. C'est-à-dire les enfants qui, quand nous on grandissait, on savait il y avait dans une famille, on trouvait des enfants qui, pour subir un coup, avaient tout le corps couvert de ces rages, de ces rhumes qu'on trouvait sur la peau et qui étaient très contagieux. Alors aujourd'hui, ça n'existe plus.
Pourquoi ça n'existe plus? Parce qu'il y a ce truc qu'on appelle le vaccin. On avait pu fabriquer les vaccins. Le vaccin, quand tu le prends, alors ça vient dans ton corps. Au lieu de te tuer, ça prépare ton corps à pouvoir combattre la maladie avant qu'elle ne s'installe. Dès que le virus entre, le vaccin que tu avais pris avait déjà préparé ton corps de manière que dès que le virus vient, tu n'es même pas malade. Et c'est ça, ce type de traitement qui a prévenu qu'il n'y ait plus de la rougeole, il n'y ait plus de la varicelle. Je vous jure, beaucoup ne savent pas ça. Alors, le vaccin est tellement important parce que si je veux parler, par exemple, d'autres cas de maladies qui sont chez nous, la tuberculose, ça n'existe presque plus. Il y a très peu de cas. Et ça n'infecte que les gens qui ont un système déjà un peu défaillant. Donc, le vaccin, il le faut absolument. Et il faut donc faire la différence entre le vaccin et la maladie. Toutes les maladies qui continuent à sévir aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pu trouver de vaccin. Tous les vaccins qu'on a trouvés jusqu'alors a fait éliminer presque beaucoup de maladies. Ok. Je peux poser une question? Oui. Bon, vous avez une question du Eli Tchebman. S'il vous plaît, docteur, à vous écouter, si nous acceptons aujourd'hui avec le Covid-19 un vaccin, doit-on nous vacciner tous? Ou alors il faut d'abord tester et voir ceux qui ne sont pas malades avant de les vacciner? Donc, le vaccin, ce n'est pas quand on est déjà malade. Le vaccin, on le prend pour prévenir la maladie. Oui, si on vous donne un vaccin, vous ne serez jamais malade si le vaccin a marché. Ça prévient que la maladie ne s'installe. Bon, si je reviens sur le cas du Covid-19, oui, du Covid-19, aujourd'hui, il y a 30 essais cliniques de vaccins. Vous savez, aux États-Unis, le premier vaccin a été dosé, la première personne a été dosée aux États-Unis en début mai. Ça, c'était à l'État de Washington. Et en Chine, depuis le 21 mars, j'allais dire c'était le 21 mars, que le premier vaccin de Covid-19 a été attribué, a été testé. En Chine, aujourd'hui, on compte 29 différents essais de différentes sortes de vaccins. C'est dirigé par presque 9 différentes compagnies, de plus grandes compagnies, et les essais sont en marche aux États-Unis, en Chine et en Australie et en Angleterre. On est déjà en train de tester l'efficacité de ce vaccin sur les gens sains. Donc on doit d'abord montrer que le vaccin est safe, que ça ne cause pas de dommages et que ça marche, ça produit d'abord son effet. Et maintenant, on donne à ces gens qui va maintenant éviter qu'ils ne soient infectés par le Covid-19. Voilà. Professeur, dites-moi, est-ce qu'il y a une relation entre le BCG et le Covid-19? Oui. Merci Alain. Donc je vais pour répondre à votre question, je vais parler généralement de d'où vient cette étude, ce que c'est que le BCG ou bien ce que ce vaccin fait dans votre corps. Le BCG, c'est un vaccin qui est donné dans des pays beaucoup plus en voie de développement, beaucoup plus où il y a un type de bactérie, appelée mycobactérie, qui cause la tuberculose. Alors, quand on vous donne ce vaccin, ça arrive dans votre corps, ça arme, ça active votre système immunitaire et vous prépare contre un éventuel attaque contre cette mycobactérie qui cause la tuberculose. Alors, le BCG et le Covid-19, c'est venu d'un rapport qui a été publié la semaine passée. Et cette étude a été conduite c'est envoyé, mais c'est pas revu. Mais on a constaté que les pays qui n'ont pas parce que c'est pas tous les pays qui ont le vaccin BCG obligatoire. Alors, on a trouvé que les pays où il n'y a pas de vaccin de BCG, où le BCG n'est pas obligatoire, ces pays, il y a plus de malades graves et il y a plus de morts. Et alors, je reviens là pourquoi? Parce que, alors, les pays où il y a le BCG, c'est comment? C'est les pays en voie de développement et c'est les pays où il y a beaucoup de bactéries. Les pays où la maladie, le Covid-19 sévit beaucoup plus aujourd'hui, c'est les pays les plus développés, les États-Unis, où il y a beaucoup plus de morts, l'Italie et l'Espagne.
Alors, ces pays, c'est quoi? C'est les pays où la pauvreté est sauvagement poussée. Il n'y a pas de bactéries tout autour qui fait que votre système immunitaire de temps en temps est activé. Alors, pourquoi dans ce pays, on trouve qu'en leur donnant un BCG, c'est juste une bactérie morte qu'on donne et que ça va activer le système immunitaire, causer une sorte d'inflammation dans le système immunitaire qui va maintenant protéger quand le virus s'installe, ça laisse eau. C'est ça qu'on est en train. Il y a déjà des décès en Australie. C'est en Australie, en Hollande, où on fait ces études, surtout chez les malades. Parce que dans ces pays, contrairement à chez nous, en Afrique, où on est vraiment, on a tellement de choses. Je vous assure, quand vous sortez à Yaoundé ou à Douala, il y a des arénas qu'on vend, il y a de la poubelle un peu à tout. Je vous dis, toutes ces choses-là sont bonnes parce que ça prépare votre système immunitaire. Voilà, c'est bon, maintenant nous, on a compris que le virus aime bien la propreté. Voilà. Merci. On a compris que le virus aime la propreté. Il adore quand c'est propre. Voilà, on revient à vous après le journal. Voilà, on revient. Simon Metounou, ce sera après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, le ministre de la Santé publique annonce des jours difficiles pour les Camerounais au moment où le Cameroun passe à la phase 2 de la crise sanitaire, à savoir la transmission communautaire entre les cas importés d'Europe et d'autres pays occidentaux et des Camerounais bien portants sur place qui ont déjà contracté cette maladie à coronavirus. Nous ferons le point sur la situation sanitaire au Cameroun dans le journal de 20h. Et le gouvernement qui estime qu'il est en train de passer à une nouvelle étape de son plan de riposte à travers l'aménagement de nouveaux sites pour les patients du Covid-19. À Yaoundé, ce sont des stades qui ont été réquisitionnés. À Douala, près de 5 formations sanitaires. Pour autant, cela ne rassure pas l'opposition. Vous les écouterez dans ce journal. L'opposition dénonce l'inefficacité de ce plan de riposte. Faux, retorque le RTPC. Dans ses rangs, on estime que le gouvernement maîtrise la situation. Vous les écouterez dans le journal de 20h. Et que pensent d'autres experts camerounais de renommée internationale sur la gravité de la situation sanitaire au Cameroun? Ils s'expriment dans le journal proposant des solutions adaptées au contexte camerounais. Et nous parlerons également des opérateurs économiques qui ont exprimé un élan d'humanisme, de solidarité au moment où le Cameroun traverse cette étape difficile de sa vie nationale avec près de 658 cas positifs enregistrés jusqu'ici. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, Cédric Noufélé, vous dites 658. 658 cas positifs selon le dernier pointage du ministre de la Santé publique. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Cédric Noufélé pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Nous serons toujours au Maryland, à Matam, également à Bari en Italie et du côté de Douala. Ils sont là sur ce plateau, Albert Natola ici et Litchema. Madame, monsieur, tout de suite le 20h de Cédric Noufélé.